Bonjour, merci de votre présence. Nous commençons cet après-midi à VOVF avec une rencontre qui réunit Nathalie Carré et Aurélie Journeau. Rencontre en partenariat avec l'INALCO, le département de langues africaines, et pas que africaines, puisque il y a aussi une traduction qui est du swahili, de l'anglais, etc. Mais enfin, je vous les présente très rapidement. Nathalie Carré est agrégée de lettres modernes, maître de conférences en langue et littérature swahili à l'INALCO et grande spécialiste des littératures africaines. Évidemment, ce sont deux lignes qui ne sont pas exhaustives. Et Aurélie Journeau, digne élève de Nathalie, puisque vous avez ici prof et son élève, est docteur en littérature anglophone africaine contemporaine, traductrice du swahili, spécialiste de la littérature kenyane et nigériane en particulier. Elle enseigne à Sorbonne Paris Nord, Paris 13. Oui, bon. Université Sorbonne Paris Nord, voilà, c'est le nouveau nom. Double nom. Je me suis demandé si c'était deux universités différentes. Non, c'est le nom qui a été modifié récemment pour ajouter Sorbonne, qui ajoute toujours un peu plus de prestige. Ah, voilà, ben voilà. Alors, nous allons parler en particulier à partir de deux romans que je vous montre tout de suite. Alors, c'est Ce corps a pleuré de Tsitsi Dangaremba, qui a été traduit par Nathalie Carré de l'anglais et édité par Mémoire d'Encrier, qui est une maison d'édition qui se trouve à Montréal. Tout à fait. Et Aurélie Journeau a traduit Les Indociles de Adam Shafi Adam aux éditions Projectile, maison d'édition qui se trouve, elle, à Mayotte. Alors, deux romans qui ont été réunis sous un titre de cette rencontre, Trouver sa place, deux récits de femmes de Zanzibar au Zimbabwe. Alors, déjà, avant même de vous donner quelques brefs références biographiques des deux auteurs, Trouver sa place, deux récits de femmes, trouver sa place, déjà on se demande si trouver sa place ne pourrait pas aussi s'appliquer comme question à la littérature écrite en langue swahili. Mais je m'intéresse aux deux, parce qu'il se trouve qu'il y a un peu un chassé-croisé, on s'en rendait compte en déjeunant, puisque Aurélie est agrégée d'anglais. Agrégée d'anglais et traduite du swahili. Et on a échangé, en effet. Traduit de l'anglais alors qu'elle enseigne le swahili. Donc, bon, les deux vont pouvoir vraiment discuter. Mais voilà, et peut-être la première question, c'est celle-là. Quelle est la place d'une langue comme le swahili aujourd'hui dans le monde de l'édition, dans le monde quelle est sa diffusion dans les pays où cette littérature existe, naît, et chez nous, pays hors d'Afrique. Alors c'est une vaste question, mais effectivement, je pense que je commencerai par l'aspect publication en swahili au Kenya et en Tanzanie. Alors Nathalie pourra compléter, mais il existe un certain nombre de maisons d'édition, dont la plus célèbre c'est celle de Dar es Salaam, Mkuki na Nyota, qui a quand même publié régulièrement beaucoup de romans en swahili, dont certains sont récompensés par un prix qui a été créé récemment, d'ailleurs au début des années 2000, même un peu plus tard, 2010 il me semble, dans ces eaux-là, et qui récompense chaque année de la poésie, mais aussi des romans en swahili. Donc il y a quand même cette production-là. Le secteur de l'édition en Afrique de l'Est est quand même relativement fragile pour un certain nombre de raisons économiques, d'une part. Au Kenya notamment, il dépend beaucoup des publications scolaires, qui forment la grande partie des revenus de ces éditeurs, qui font que finalement ils investissent, s'ils publient 2-3 livres par an, je pense que c'est le grand maximum. Donc ça, c'est quand même assez faible en termes de production. Voilà. Quant à la
la circulation jusqu'à chez nous, alors ça c'est encore une autre question, puisqu'il me semble que jusqu'ici 4 romans, 5 peut-être, si on compte un roman qui est passé par... qui a été écrit en Kikerewe et qui ensuite a été traduit en swahili puis en français. Je crois que j'étais arrivée à 10, mais à je 10, sais mais plus avec trop peut-être comment. en comptant des recueils de contes ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Voilà, alors si on s'en tient au roman, je crois que le chiffre descend très vite à 4 ou 5. Les deux de Adam Shafi, les deux de Kezi Lahabi. Oui. Et en effet, je ne vois pas d'autres dans le 4. Donc ça, depuis, si on s'en rapporte à la durée dont on parle, on se rend compte à quel point c'est très faible. C'est vraiment très, très... Alors pourquoi je pense qu'il y a une question de visibilité de manière générale dans l'édition française de ces langues qui peuvent paraître très lointaines et partant de la difficulté à trouver des personnes qui puissent les traduire. Je pense que c'est quand même un enjeu. Et puis aussi, parfois, cet écart géographique se retrouve aussi dans un écart en termes de ce qu'on attend d'un roman quand on est swahili et quand on est français. Ce qui n'est pas la même chose. C'est des histoires littéraires qui sont très différentes. Et je pense que ça explique la difficulté qu'on ressent parfois, mais là encore, je te laisserai compléter, à présenter à des éditeurs des romans swahili qui rentrent pas forcément dans les bonnes cases. Donc peut-être que ça... L'horizon d'attente des lecteurs. En termes de la manière dont on raconte une histoire, la manière dont on écrit un roman. Voilà. Alors, Nathalie, très rapidement, parce que sinon on n'aura jamais le temps de parler des deux romans. Alors, pour l'Afrique anglophone, c'est quand même beaucoup plus simple que pour le swahili, d'autant plus que je dirais que depuis quelques années, les éditeurs français ont une attention plus particulière sur le monde, justement, des textes qui viennent d'Afrique. Alors en revanche, c'est vrai que souvent, ils sont traduits, mais via les États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, on traduit de plus en plus d'auteurs ou d'autrices, notamment du Nigeria, mais ce sont souvent des autrices qui ont fait carrière aux États-Unis, qui ont été repérées à ce moment-là. Donc, Tsitsi Dangarembga, pour prendre son cas à elle, c'est vraiment une autrice et une cinéaste extrêmement importante, qui est féministe, qui est militante. Mais alors, son premier roman avait eu beaucoup de succès. Parce qu'en fait c'est une trilogie, vous voyez là c'est le 3e, vous allez me dire c'est bizarre, le premier a été traduit en français, pas le 2e et le 3e l'est, donc je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait la trilogie quand même, mais elle avait été traduite chez Albin Michel quand son premier tome était, le début a été traduit. Et ça, c'est le travail des éditeurs, je dirais, de rester actifs en veille par rapport à ce qui peut plaire. Et le rôle des traducteurs et des traductrices, très souvent, ce sont quand même aussi les traducteurs et traductrices qui peuvent venir proposer des textes aux éditeurs. Mais la facilité de circulation, je dirais, n'a rien à voir entre les littératures anglophones et le swahili est une très grande langue. Et on dit 4 romans, mais il faut bien voir qu'on est très bien lotis par rapport à de nombreuses autres langues africaines en traduction en France. Bien, alors je présente très rapidement et sous votre contrôle ces deux auteurs qui vont nous occuper cet après-midi. Tsitsi Dangarembga, elle est née à Rhodésie du Sud en 1959, c'est-à-dire c'était encore sous mandat protectorat britannique. Ce n'était pas encore le Zimbabwe. Je crois que c'est en 1980, l'indépendance, de l'indépendance. Oui, 1980. Et d'ailleurs, l'un des pays les plus tardivement décolonisés. Elle a grandi en Grande-Bretagne, elle est retournée au Zimbabwe, puis de nouveau en Grande-Bretagne. Elle vit aujourd'hui entre Berlin et Harare, si je ne me trompe pas. Elle écrit en anglais et aussi un peu en shona. Elle a commencé en shona, en effet. Elle a écrit des textes en shona, mais elle écrit en anglais aujourd'hui. Et elle est romancière, cinéaste, Nathalie le disait, dramaturge, militante féministe. Et il s'agit donc, Ce corps à pleurer est le 13e volet d'une trilogie dont c'est un peu comme le couteau, ça manche auquel il manque la lame. Et, c'est-à-dire qu'il y a eu le premier qui a été traduit et un trou avec le deuxième. Et ce troisième, donc l'espoir, c'est vraiment de voir les 3 réunis et donc le deuxième traduit.
Et elle a reçu des prix très importants. Le Commonwealth Writers' Prize, le prix de la paix des libraires allemands en 1921. C'était la première femme noire lauréate de ce prix. Et elle a été finaliste du Booker Prize en 2020. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, parfois il faut l'onction des États-Unis pour qu'un livre écrit par un écrivain anglophone africaine soit traduit en français. Elle est politiquement engagée, elle n'appartient à aucun parti politique et elle a commencé à écrire dans les années 80, récits, théâtre et ensuite le roman. Et l'autre écrivain, c'est Adam Shafi Adam, il est né en 1940 à Zanzibar, archipel qui est aujourd'hui rattaché à la Tanzanie, écrivain donc de langue swahili, parmi les plus célèbres, et il est auteur d'une dizaine de romans. Le seul connu en France et qui a eu beaucoup de succès à l'époque, c'était Les Girofliers de Zanzibar, et c'est le roman le plus lu, j'ai lu, de la culture swahili. Les Girofliers de Zanzibar, oui. Et l'un des rares romans, justement, de Swahili à avoir été traduit en français par le Serpent à plumes en 1986. Et le sujet de ce livre-là, c'était la révolution de Zanzibar en 63-64, qui met fin à 200 ans de domination. Alors, on commence par les indociles. Si vous voulez. Chronologiquement, parce qu'il y a quand même un écart de presque combien de 25 ans 20 ans, presque. Oui, surtout qu'avec le troisième tome, on arrive dans les années 2000 chez nous. Là. Alors, donc, Les Indociles, le titre, et on verra que ce roman qui se déroule à Zanzibar, mais pendant la période coloniale, donc dans les années 50, où gronde la révolte, et il est probablement dans la même veine que ses romans précédents liés à la révolution du Zanzibar, romans qui ont fait sa renommée et qui ont une part d'autobiographie, puisque l'auteur lui-même a participé activement à ces rébellions, révoltes. Oui, alors effectivement, alors je reviendrai peut-être juste sur son parcours. Alors ses premiers romans, effectivement, c'est Kasri Yamouani Fouad qui a donné, enfin ça veut dire le seigneur Fouad dans son château, qui a été traduit en français par Les Girofliers de Zanzibar et qui revient sur ce moment fondateur en fait dans l'histoire de Zanzibar, de cette révolution qui intervient après l'indépendance des Britanniques, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'indépendance, il y a eu une élection. C'est le parti plutôt conservateur, plutôt mené par les grands propriétaires de plantations d'origine arabe qui étaient arrivés au pouvoir et qui voulaient maintenir le sultan, une espèce de monarchie constitutionnelle. Et puis arrive très peu de temps après cette révolte vraiment portée par la population africaine qui avait longtemps été soumise au joug de ces propriétaires terriens. Donc Adam Shafi, il s'inscrit toujours dans cette veine réaliste et très politique. Son deuxième roman, c'est Coolie, qui veut dire docker, et qui s'intéresse, lui, à une grève des dockers en 1948. Donc il remonte dans l'histoire et il tisse un petit peu, une espèce de... la manière dont se construisent ces révoltes qui sont... dont le moteur est souvent une forme d'injustice subie, vécue. Et ces premiers romans se caractérisent, quand on les lit en swahili, par une langue très simple. Il y a quand même cette volonté de rendre accessible cette littérature et de donner à lire, à ce que les lecteurs se reconnaissent dans l'histoire qu'on leur raconte par une langue très simple. Alors les Indociles, pour moi, c'est un petit peu différent. Déjà, ça a été publié presque 20 ans après ces deux premiers romans, même si il a commencé à les écrire dès la fin des années 70, dans les années 80. Il a mis beaucoup de temps à écrire ce roman. Et ce roman, on peut le lire comme une forme d'allégorie politique, d'allégorie de ce qu'est la lutte pour l'émancipation, au-delà du cas, moi c'est comme ça que je le lis, après sans doute, on peut en discuter, mais au-delà du cas précis, historique, c'est moins ancré dans un événement précis, puisqu'en fait, à aucun moment on a des dates dans le roman, c'est très flou, on sait que c'est environ les années 50-60, on est sous protectorat britannique, on a ces officiers coloniaux qui sont d'une brutalité extrême, on a ce jeune intellectuel Dengé qui est parti en Russie.
et qui revient et qui diffuse un peu comme ça une parole émancipatrice, anticoloniale, et qui se fait évidemment poursuivre par la police coloniale. Mais à aucun moment on sait en quelle année on est exactement. Et je pense qu'à travers la figure de Dengé, c'est cette espèce d'idéal d'émancipation politique. Et après, on verra peut-être du côté d'Yasmine une autre forme, la figure féminine, une autre forme peut-être d'émancipation. Mais voilà, c'est comme ça que je le lis en tout cas. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Mais... Et ensuite, alors je termine juste là-dessus, je vais essayer de ne pas être trop longue, pardon. Ensuite, il a publié une autobiographie qui est très intéressante, qui est sortie en 2012, il me semble, dans laquelle il revient précisément sur un moment fondateur dans son parcours, puisque très jeune, adolescent, il a fait cette fugue. Il avait une espèce d'envie d'Europe, il voulait aller étudier en Europe, et donc il est parti quasiment du jour au lendemain, et il traverse l'Afrique, et on suit comme ça, chapitre après chapitre, tous les pays qu'il traverse, jusqu'à arriver en Égypte, où il va participer à un camp d'entraînement pour tous ceux qui voulaient combattre pour l'indépendance dans différents pays d'Afrique. Et en fait, je pense que c'est une expérience qui l'a aussi beaucoup marqué et que, selon moi, on sent aussi un peu réinvesti dans ce roman. Et puis, en fait, il rentre à Zanzibar, les élections sont en train de se faire, et donc finalement il a le sentiment d'avoir raté l'indépendance, d'avoir manqué ce moment historique qui en fait est un moment un peu en demi-teinte, puisqu'il n'y a pas réellement eu de révolte. C'est pas très spectaculaire comme manière d'obtenir l'indépendance. Voilà, mais je suis un peu longue, alors je m'arrête, pardon. Nathalie, vous voulez ajouter un mot sur ce ou... Non, c'est très bien résumé. Alors, donc Les Indociles, ce titre, Aurélie vous a parlé de ce personnage qui a fait ses études à Moscou, donc c'est un peu l'équivalent de l'Égypte pour l'auteur, et qui est marxiste et qui revient, mais là il participe vraiment activement, il diffuse des tracts, il appelle à la révolte. Mais Les Indociles, c'est un... Comment dire, il y a ce personnage féminin, donc les Indociles, en fait, est-ce que ce sont plutôt ces deux femmes, la protagoniste du roman qui s'appelle Yasmine, et qui appartient au monde indien, et elle va se sauver d'un mariage forcé. Vous savez, c'est un grand classique de la littérature, sur toutes les géographies et à différentes époques peut-être, mais le mariage forcé d'une jeune fille avec un homme beaucoup plus âgé. Elle a le courage, elle a la force de s'enfuir, et elle trouve refuge chez une femme qui appartient, elle, à la population noire, aux Swahili, et entre ces deux femmes qui, a priori, n'avaient vraiment aucune raison de devenir si proches, se crée une relation extrêmement forte. Et donc, Les Indociles, c'est à la fois, je pense, la figure du révolutionnaire, mais surtout, moi je l'ai lu comme ça, ces deux femmes qui sont aussi aux antipodes, parce que autant Yasmine est quelqu'un qui va évoluer, qui commence comme quelqu'un qui a un germe de révolte en elle, certainement, mais qui va le développer tout au long du roman, autant la femme noire swahili est une femme puissante dès le début, et peu importe, ce n'est pas une question de statut social ou d'argent, etc. C'est une femme d'une liberté absolue. Donc, pour poser une question très rapide, et c'est un roman sur l'émancipation féminine, en plus du côté politique de la révolte. Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est la manière dont Chafi croise précisément ces deux formes d'émancipation et fait lire en regard ces deux trajectoires d'émancipation et leurs modalités différentes qui ont trait tout à la fois à un investissement politique dans le domaine politique, mais intimement lié à quelque chose d'intime finalement, un parcours individuel d'émancipation progressive de Yasmine notamment, puisque c'est elle dont on voit de manière le plus claire
décrire le parcours. On ouvre le livre, elle a 15 ans, elle rêve d'amour, elle rêve d'épouser un Indien de son âge plutôt qu'un vieux auquel ses parents la forcent à se marier. Et puis, elle va effectivement trouver le courage de fuir à travers la rencontre d'un autre jeune homme, d'ailleurs. Et puis, pour rejoindre Mwadjuma, qui va l'accueillir chez elle. Et Mwadjuma, c'est vrai que c'est vraiment cette figure de l'accueil, en fait, de l'ouverture de la générosité. Et puis d'une forme d'hospitalité sans jugement, et c'est aussi quelqu'un qui vit au jour le jour, qui n'a pas vraiment qui chante, qui est chanteuse dans un groupe de taarab, qui est vraiment dans le plaisir, en fait, qui est presque vraiment dans le plaisir qui a attiré de la vie, sans se poser trop de questions sur l'avenir, même si à certains endroits la question du mariage et du fait qu'elle n'est pas mariée revient, mais c'est vraiment c'est vraiment des allusions très très distantes, et elle figure comme ça, elle représente une figure féminine très indépendante, très libre d'esprit, qui n'a que faire des qu'en dira-t-on. Donc, en ce sens-là, oui, elle est indocile, elle est libre, et elle va faire figure de protectrice de Yasmine, et elle est présentée explicitement comme quelqu'un qui va l'initier, alors à la vie swahili, certes, mais aussi peut-être à cette forme de liberté qu'elle représente. Et de plaisir. Et la danse que Yasmine pratiquait déjà, mais comme je ne sais pas, comme un oiseau à un cage pourrait faire quelques vocalises pour se consoler de sa prison. En fait, Yasmine va faire son travail. Enfin, elle va s'épanouir. Vraiment, peut-être pas son travail, mais enfin une activité. En tout cas, elle va rejoindre ce groupe de femmes qui chantent, qui se produisent en concert. Et là, je voulais vous poser la question, parce que moi, j'ai découvert à travers le roman, et puis à travers un documentaire que j'ai trouvé sur YouTube, le taarab, qui est une forme de fête avec musique, chanson et danse, et qui, d'après le documentaire, ce que j'ai appris, a porté les femmes sur le devant de la scène, qui a été aussi un moyen d'émancipation. Est-ce que vous pouvez confirmer? Alors, et que même, pardon, j'ajoute ça, et que même la révolution a éclaté pendant une fête de taarab, parce qu'il y avait la musique, la danse, le bruit, la confusion, et donc, du coup, les coups de fusil, de revolver, etc. N'ont pas été entendus. C'est une légende. Alors non, effectivement, il y avait ce grand rassemblement au soir de la Révolution. L'historiographie autour de cette nuit est très contestée. C'est très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Les récits sont contradictoires. Mais il y avait ce rassemblement festif qui, selon certains, était, faisait partie du plan, en fait, d'enclencher cette révolte dans la foulée, cette révolution dans la foulée. Voilà. Mais pour revenir à votre question du taarab et de l'émancipation féminine, je pense que Nathalie serait très bien passée pour répondre sur cette question. On va lui poser la question. Mais effectivement, il y a cette figure de Siti Binti Saad qui, dans l'histoire swahili et dans l'histoire du taarab, représente vraiment cette figure de l'émancipation par la musique, puisque c'était... Alors, le taarab, tu me corrigeras parce que je suis vraiment pas spécialiste, mais le taarab, c'est une musique qui est venue d'Égypte, notamment, et qui a été amenée à la cour du sultan Bargash, si je ne me trompe pas, à la fin du 19e siècle. Et à l'origine, c'était des chansons qui étaient chantées par des hommes. Les musiciens étaient tous des hommes. La langue qui était utilisée, c'était l'arabe. Et Siti Binti Saad, elle a commencé le taarab. Son histoire est très longue et il y aurait beaucoup de choses à dire d'elle. Mais en tout cas, ça a été celle qui a, pour la première fois, chanté le taarab en swahili. C'était une femme, elle s'est produite à la cour du sultan, donc elle représente vraiment à la fois l'ouverture du taarab aux femmes et aussi dans sa manière d'écrire, je ne suis pas sûre que ce soit elle qui écrive les chansons, mais peut-être que si c'est elle... s'intéresser en tout cas à des problématiques très sociales des femmes, des petites gens, etc. dans les chansons. Voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Siti Binti Saad, elle descend d'esclaves, en fait, c'est ce qu'il faut voir aussi, et c'est une petite descendante d'esclaves qui va aller chanter au palais, et en effet, elle fait passer le taarab d'un chant très élitiste en arabe à quelque chose qui va porter les aspirations du petit peuple, et ces chansons sont peuvent être vraiment très dénonciatrices.
très subversives. La plus connue s'appelle Kijiti et elle raconte le viol et le meurtre d'une jeune femme venue sur le continent par un riche propriétaire. Et en fait, elle dénonce publiquement cet homme qui est protégé de partout. Et donc voilà, la question de la femme, de sa solitude, de son travail, de comment on considère les petites gens est très présent en effet dans ces chansons. Et alors, avant de vous demander, Aurélie, de lire un petit extrait, une dernière question. On disait roman féministe, avec un point d'interrogation, récit d'une émancipation féminine réussie. Je dis réussie parce qu'après, on verra avec l'autre roman que l'émancipation n'est pas toujours réussie. Mais voilà, c'est écrit par un homme. Alors, bon, ce n'est pas un grief, hein. Non, Bien non. sûr que non. Mais Alors, sauf qu'en tant que lectrice, je crois qu'on a tout un peu la tendance à aller regarder, bon, mais est-ce que vraiment là, il ne se trompe pas? Enfin, on cherche des noises. Oui. Alors, c'est une vaste question, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Effectivement, je pense que pour Adam Shafi, il écrivait un livre féministe. Déjà, il avait un personnage féminin comme personnage principal. Il faut se souvenir que le livre a été publié en 99, mais probablement écrit dans les années 80. Donc, il faut se remettre aussi à cette époque-là. Et puis, sur la côte Swahili à cette époque-là, hein, ce qui est encore autre chose. Et c'est vrai que... moi, ce qui est assez drôle, c'est que mes éditeurs m'ont dit ce livre est un livre féministe. Et c'est vrai que ma première réaction, ça a été un peu de dire oui, enfin peut-être que ça se discute. En tout cas, il y avait une volonté féministe. Après, dans les faits, dans ce qui transparaît du livre, je pense que c'est compliqué de répondre à cette question de façon généraliste, quoi, sans se situer par rapport à cette question de ce que signifie le féminisme à un moment et à un endroit. C'est vrai que Yasmine s'émancipe, mais bon, pas totalement quand même. Enfin, il y a des choses dont elle n'arrive pas à s'extraire précisément, et l'histoire d'amour impossible avec Dengue fait partie de cette impasse un petit peu. Et par ailleurs, dans le livre, pour avoir échangé, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui traduisait le livre en anglais, vers l'anglais, donc on a travaillé ensemble et on a eu de longs échanges sur cette question-là, sur comment nous, en tant que traductrices, on se situait par rapport à ce qui, dans le roman, peut, à certains endroits, apparaître comme un regard très masculin porté sur le corps des femmes qui sont décrits. Et est-ce qu'il fallait... dans la traduction, lutter contre, ou au contraire, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi avec ça? Et c'est une vaste grande question, oui. Bon, à laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais en tout cas, c'est une question qu'on s'est posée, et je pense que moi, une des manières dont j'y ai répondu, c'est de rendre visible ce regard masculin, parce que je pense qu'on ne va pas l'effacer, enfin, ça fait partie du roman, mais plutôt que de le faire, d'essayer en tout cas de le restreindre au regard porté par certains personnages sur Yasmine, plutôt que de les laisser envahir plus généralement la narration complète. Bon, c'est sans doute pas une bonne stratégie, voilà, ça se discute comme stratégie encore une fois, mais voilà. Et notamment la question, parce que le roman commence, et j'arrête là-dessus parce que je vais être trop longue, mais le roman commence par cette phrase: dès qu'elle eut ses premières règles, Yasmine fut donnée en mariage. Et avec la traductrice, on a eu cet échange parce qu'elle voulait traduire « Dès que Yasmine fut grande, on la donna, elle fut donnée en mariage ». Et pour moi, c'était très important, cette précision-là, dans une étape physiologique presque féminin, qui marque une sorte comment dire, ensuite on est sous le pouvoir de ses parents qui vont décider de notre destin, et il fallait il fallait visibiliser cette violence-là qui était liée à quelque chose. Bon voilà, donc c'était ce genre de débat qu'on avait. Voilà. Vous nous lisez un extrait, oui. Un swahili aussi. Hein. Oui. Alors j'avais choisi un extrait qui est à peu près dans le premier tiers du livre. Et qui correspondait, il me semblait-il, à la thématique de la rencontre autour de trouver sa place. Donc c'est un moment où Yasmine s'est enfuie de chez son mari, a retrouvé Mwadjuma et découvre les plaisirs de la vie swahili. Donc je vais commencer par l'extrait en swahili, si vous le voulez bien. Voilà. Yasmin alikuwa sasa kama ndo kwanza ameona dunia ya raha na starehe.
leo huku kesho kule, mara kwenye densi, mara kwenye taarab, mara kwenye beni. Aliondokea kuwa mwari mzuri aliyetiwa unyagoni na Mwajuma, na unyago aliucheza vilivyo, kwani pindi umkutapo benini, kibwebwe amekikaza kiunoni, unaweza kulayamini kwamba yeye si mtoto wa Kihindi aliyezaliwa akakulia Uhindini, akafunzwa kuwa mbali na Mswahili tokea utotoni kwake. Kwa Wahindi, Yasmin alikuwa asi aliyevunja mila na miiko yao yote kwa kuchanganyika na Waswahili. Kwa Waswahili, Yasmin alikuwa ni mfano wa jinsi gani watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuwa pamoja, wakawa wamoja, hata tofauti baina yao zisionekane. Ilikuwa siku ya Jumapili iliyopambazuka vizuri, kiasi cha saa 5 za asubuhi, na Mwajuma ameamka na nishai za pombe ya jana usiku. Yuko wani, anafua. Akifua, huku akiimba. Jamani ujana, unanitoroka. Mfano wa jua linapotoweka, sasa wako wapi walionitaka. Huzuri ya hakika, kitu cha kukopa. Je m'arrêter là pour pas. Oui, alors on va peut-être pas dire l'équivalent en français. D'accord. Les parties. D'accord, ok. Donc, à présent, Yasmine découvrait le monde comme pour la première fois. Un monde de joie et de fête. Aujourd'hui ici, demain là, tantôt à une danse, tantôt à un concert de taarab, tantôt à un béni. Ce n'était plus une vierge bien sage. Mwajuma avait achevé son initiation et elle était à présent parfaitement initiée. Car en la voyant à un béni, un kibwebwe serré à la taille, on aurait pu mettre sa main à couper que ce n'était pas une indienne, née élevée parmi les Indiens, à qui on avait appris dès l'enfance à rester à l'écart des Swahili. Pour les Indiens, Yasmine n'était plus des leurs. Elle avait rompu avec leur tradition et brisé l'interdiction tacite de se mêler aux Swahili. Pour les Swahili, Yasmine était un exemple de la façon dont des personnes d'origine différente pouvaient vivre ensemble, jusqu'à ce que leurs différences ne se voient plus et qu'elles ne fassent plus qu'un. Je m'arrête là, vous préférez ou je... Encore une. D'accord. C'était un dimanche ensoleillé. Il était 11h du matin et Mwajuma s'était levée encore ivre de l'alcool de la veille. Dans la cour, elle lavait du linge. Tout à sa lessive, elle chantait. Diamani, ma jeunesse s'enfuit, comme le soleil cède à la nuit. Où sont-ils aujourd'hui ceux qui m'ont désiré? La beauté, c'est certain, n'est qu'un habit d'emprunt. Oui, c'est certain, je me suis dévoilée pour rien, pour exhiber une chose qu'on honore en vain. Comme la fleur une fois coupée, la beauté, c'est certain, n'est qu'un habit d'emprunt. Merci Aurélie. Alors, Nathalie, je vais presque pas poser de questions pour vous laisser tout le temps de parler parce que sinon ça va être déséquilibré. Alors, simplement, je dirais que voilà, ce roman, il me semble que au cœur de ce roman, je n'ai pas lu, je précise, je n'ai pas lu le premier, ni a fortiori le deuxième, parce que je ne serais pas capable de lire le roman en anglais. Il y a dans ce roman le désenchantement de la protagoniste qu'on retrouve, donc c'est une série donc, dans les trois, qui de fille de la campagne qui a fait tous les efforts possibles pour échapper à sa condition, profitant, entre guillemets, mais même sans guillemets, de la mort de son frère aîné, mort qui lui permet d'aller étudier. Elle a tout fait pour avoir une éducation et un métier, et puis, entre 30 et 40 ans, et surtout à faire un bilan de sa vie qui est fait d'échecs et de désenchantements. Donc c'est un roman des illusions perdues, du décalage entre la vie rêvée, souhaitée et la réalité quotidienne, de la discrimination sociale, de genre, donc on retrouve le roman féministe, des violences patriarcales qui étaient déjà stigmatisées, je crois, dans le tout premier, et ma question est en quoi le destin de Tambudzai, c'est le nom de la protagoniste, est-il emblématique des mutations du pays et
et en quoi elle est l'archétype même du sujet colonisé, enfin, qui plus est, femme et de couleur. Alors c'est vrai que Tambuzai, en fait, c'est exactement ça. C'est une jeune fille qu'on découvre dans le premier tome, en fait. Elle est pleine d'allant, elle veut absolument aller à l'école, elle se bat pour y arriver, et elle pense qu'elle a mis toutes les chances de côté pour réussir à, je dirais, se frayer un chemin hors de son village, justement. Elle a toujours peur de retourner au village, de devenir éduquée, de s'insérer parce qu'elle a fait des études. Et on la retrouve dans ce troisième tome où, en effet, c'est vraiment la déconfiture parce que on va dire que en effet, son histoire est indissociable de l'histoire de son pays. Le Zimbabwe, alors c'est une histoire très particulière aussi parce que le Zimbabwe, donc à l'époque où commence à la fois où naît Tsitsi Dangarembga, c'est la Rhodésie du Sud, donc un État ségrégationniste où le pouvoir est dans les mains, le gouvernement d'une minorité blanche. Il va y avoir une guérilla, donc la guerre du Bush qui va mener à l'indépendance, qui constitue le second volet en fait de la trilogie et où elle, comme elle est très douée à l'école, elle va rentrer dans un couvent de jeunes filles où il y a quelques africaines, mais le reste c'est l'élite blanche de la nation. Et pendant que ses frères et sœurs au village vont je dirais, faire la guerre pour l'indépendance, elle tricote des tricots pour les Rhodésiens qui vont aller tuer je dirais les populations noires. Je brosse ça très très rapidement, mais c'est vrai que son sujet est vraiment clivé dès le départ. C'est-à-dire qu'elle a rêvé de cette éducation. Elle pense qu'elle a tout fait ce qu'il fallait, qu'elle a tout fait bien. Dans sa tête, pour moi, c'est comme ça que je la vois à Tambuzai. Elle se dit, mais moi, j'ai coché toutes les cases, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Et elle se retrouve approchant la quarantaine, précaire, sans savoir où aller, avec beaucoup de ressentiment en elle, parce que évidemment le pays n'accorde quand même pas les mêmes chances selon que vous êtes blanc ou noir à cette époque-là, et avec évidemment un Zimbabwe qui a acquis donc son indépendance en 1980. C'est Robert Mugabe qui a mené le pays, enfin pas lui seul, mais en tout cas qui va être le premier président. Et si vous suivez un peu, tout simplement l'actualité, le pays a vraiment complètement sombré économiquement et elle est une des victimes collatérales de ce pays qui va complètement à volo et qu'elle décrit très bien. Et il y a ce clivage en fait où elle ne sait plus vraiment où elle est. Alors elle, pour le coup, où est sa place, c'est quelque chose qui a toutes les pages du roman. Parce qu'elle, elle pense qu'elle avait le droit à une place et on la lui refuse en permanence. Et d'ailleurs, la parabole de sa vie, en tout cas dans ce roman, c'est un retour à la case départ. C'est-à-dire qu'elle finira par revenir dans le village de ses parents, précisément ceux qu'elle a voulu fuir, mais cette fois-ci avec l'humiliation ultime qui est celle non seulement d'avoir dégringolé dans le statut social, professionnel, etc., mais d'avoir infligé l'humiliation aux siens et aux femmes en particulier. Donc moi j'ai envie de dire c'est un roman qui m'a absolument transportée pour une raison. Pour plusieurs raisons, mais parce que j'y ai trouvé une langue, et ça, merci Nathalie Carré, parce que c'est la langue quand même de Nathalie Carré, une langue extraordinaire et une construction et une manière de faire entrer dans un récit qui a la plupart du temps des allures on est quand même dans la réalité et pas du tout dans un roman fantastique. Et la manière dont elle insinue, dont Tsitsi insinue quelque chose qui dérobe le sol sous les pieds du lecteur, encore que je ne sais pas si un lecteur a un sol sous ses pieds quand il lit, mais vous voyez ce que je veux dire, on est dans un trouble total. Parce que, et je prendrai juste l'exemple du début, quand elle assiste à
à une station de bus. Donc les gens sont là pour monter dans le bus et il y a une scène de quasi-viol, mais enfin le quasi, j'ai presque envie d'enlever le quasi parce que s'il n'y a pas viol d'une jeune femme explicitement, on assiste à un lynchage. On assiste à une violence inouïe et c'est dès le début, au fond, que la trahison arrive, cette trahison finale dont je vous parlais, parce qu'elle a la tentation de faire partie de la meute. Complètement. Alors, cette scène, elle est très, très marquante dans le roman. Et moi, quand je l'ai lu en anglais, j'avoue que c'est... Je l'ai lu à 2 fois parce que je me suis dit, est-ce qu'il se passe vraiment ce qu'il est en train de se passer ? C'est vrai que c'est une scène extrêmement violente, de quasi-viol et de lynchage. Et en fait, ce qui m'a passionnée dans ce récit aussi, c'est que Tambudzai, en fait, c'est assez rare qu'on ait des romans où le personnage auquel on va s'identifier, d'autant plus que c'est écrit à la seconde personne du singulier. Donc en fait, on le reçoit comme un you, donc comme un tu, et on est obligé de faire corps avec ce personnage. Et c'est un personnage qui n'est pas aimable du tout. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va très très mal, mais qui est d'un égoïsme effréné. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est incroyable. Donc, c'est un roman d'une grande violence. Je crois que j'ai perdu votre question, mais... Si je l'ai perdu la question parce que non, c'était la question, la première vous avez répondu, c'est-à-dire en quoi ce personnage est emblématique de la situation des femmes, mais aussi de tout un pays, du malaise et du mal-être de tout un pays. Et là, c'était surtout parler de l'écriture. Sur cette façon dont elle... Oui, en effet, on est entre... Alors, voilà, c'est très, très réaliste. Et c'est réaliste et très, très cru. C'est-à-dire que vraiment, les situations, on voit que... Alors, c'est très autobiographique, hein, les récits de Tsitsi Dangarembga. On voit très bien qu'elle s'est projetée dans plusieurs des personnages. Donc, il y a à la fois ce grand réalisme et cette façon de nommer vraiment les choses, de pas du tout détourner le regard de situations extrêmement dures, difficiles. Tsitsi, elle est féministe. Ce qui l'intéresse dans ce roman, c'est la situation des femmes et la façon dont elles sont... sous l'eau en permanence parce qu'en effet la loi même au Zimbabwe est extrêmement patriarcale. Il faut voir aussi qu'il y a tout un substrat sur le sang qui fait que vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent au clan du père. Enfin, il y a énormément de choses et en même temps, comme elle va pas bien du tout, il y a cette espèce de trouble qui s'insinue. À un moment donné, elle est en hôpital psychiatrique. Et donc, on est sur des zones un peu mouvantes, mais qui sont très intéressantes à explorer. Hein. Elle est chez le psychiatre. Et justement, c'est ce clivage entre le pays colonisé qui la nourrit. Elle a été à l'école blanche. Et puis, elle veut pas des siens, mais elle sent bien qu'elle est dans une espèce de faille. Elle rejette absolument le village. Elle ne veut pas y retourner. Et en même temps, ça la constitue. Et donc, elle est obligée de jouer en permanence avec ça. Enfin, c'est presque un retour du refoulé, toute cette histoire. C'est que pendant tout le roman, elle veut être assimilée à l'élite. Et en même temps, c'est une jeune fille qui est née au village, qui a grandi au village. Et c'est comment elle arrive à faire cohabiter ces deux parts de sa personnalité. Et ça se termine en effet très, très mal. Mais ça se termine vraiment... Les dernières pages sont sur ce qu'on appelle l'Untu en Shona, c'est-à-dire l'Untu, c'est l'humanité. Enfin, dans les langues bantoues, Mtu, ça veut dire l'homme, Utu, ça veut dire l'humanité. Et c'est comment sa famille lui dit « Tu as oublié tout ça, mais voilà, tu vas reprendre à zéro et peut-être tu vas faire la paix avec tous ces morceaux éparpillés de toi que tu as du mal à faire tenir ensemble. » Enfin, c'est comme ça que je pense on peut le voir. Alors, vous parliez du fait que le roman est écrit à la deuxième personne. Enfin, donc, c'est une adresse directe au lecteur, à la lectrice, et qui a beaucoup de force parce que c'est un tu qui est à la fois un constat, mais qui induit aussi une sorte de condamnation. Enfin, par moments, on a l'impression que c'est un doigt pointé, toi, tu. Et puis, cette violence qui, effectivement, est
est présente tout le temps. Vous parliez de la scène de l'hôpital. À un moment donné, donc, elle est internée dans un hôpital psychiatrique après une forme de dépression. Et là, il y a tous ces glissements de la réalité. Alors, on ne sait pas si ce sont des hallucinations. Il y a un état comme entre le sédatif et l'exaltation de l'hallucination. Et ça, c'est extraordinaire d'arriver à écrire ces états qui flottent. Et puis, il y a un autre moment, on en parlait tout à l'heure, parce que c'était à propos de l'interprétation que je donnais, moi, à Lisa, au mot vers. Vers, moi, je voyais des vers de terre. Après, on a compris que c'était une autre sorte de vers. Mais enfin, elle voit tout à coup des vers. Et effectivement, ils sont là. On n'a pas de doute. Ils sont là, dans cette maison de sa cousine, qui, elle, c'est encore toute une histoire, parce qu'elle a émigré en Allemagne, elle est mariée avec un blanc, etc. Mais enfin, il y a des vers sur la table, partout, qui grouillent. Et en même temps, on se dit, mais ce n'est pas possible qu'il y en ait autant. Il y a quelque chose qui envahit aussi l'esprit du lecteur, d'inquiétant, d'étrange. Alors de toute façon, le roman il y a des moments. D'abord, c'est pas un roman très drôle. Je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment magnifique, mais c'est pas très drôle. C'est très violent, et je pense que, c'est-à-dire comme on est dans l'esprit de Tambuzai et que elle est tellement refermée sur sa propre personne, sur ce qu'elle aurait dû être. C'est-à-dire que des petits détails à elle deviennent quelque chose. C'est comme si on les voyait à travers son regard grossissant. C'est-à-dire qu'en effet, sa cousine, elle vit de manière un peu précaire et sa cuisine n'est pas très propre. Donc, il y a quelques petites larves là qui grouillent. Et Tambuzai, elle, ne voit que ça. Et du coup, ça élargit complètement les choses. Parce que, et ça c'est vrai que Tsitsi Dangarembga réussit très bien à le faire, c'est-à-dire qu'elle arrive à nous faire justement glisser vraiment dans les méandres de la pensée de Tambuzai, puisque c'est écrit à la seconde personne. Tout à fait. Et voilà, et juste pour terminer sur ces états intermédiaires, étranges et inquiétants, elle dit elle-même qu'elle s'est inspirée pour construire ce personnage, je me suis inspirée des textes de Frantz Fanon sur la psychologie coloniale et donc est repris aussi par Sartre, la névrose des peuples assujettis, donc la violence coloniale qui est à la fois domination politique, exploitation économique et déshumanisation psychologique. Donc tous ces troubles, ils ne sont pas là juste pour faire un peu gore, ils sont là parce qu'ils traduisent vraiment une maladie profonde, une sorte de... mais l'autre chose que je voulais vous demander, Nathalie, c'est la question de la langue d'écriture. Et donc elle a choisi l'anglais, mais vous faites remarquer dans votre postface et qu'il y a, quand on lit entre les lignes ou dans le substrat du texte, il y a une présence de la langue shona. Alors, le shona est présent dans le texte, déjà dans le texte anglais, c'est-à-dire qu'il y a quand même des parties de dialogue qui sont en shona directement parce que le roman est réaliste et qu'on fait entendre la vie à Harare. Mais alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que plus je faisais des recherches, en fait, parce qu'il y a des images extrêmement marquantes, en fait. Dans le livre, notamment, à plusieurs reprises, ça vient et elle parle des serpents qui ouvrent la gueule dans son estomac. Et moi, je trouvais ça extrêmement marquant, cette image des serpents qui ouvrent la gueule, pour dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte que chez les Shona, l'appareil reproducteur féminin est en effet vu comme deux serpents qui laissent passer les ovules. Et en fait, il y a plein d'indices comme ça dans le texte d'un substrat Shona dans l'écriture de Tsitsi. Par exemple, quand elle arrive à l'hôpital psychiatrique, elle dit « Je suis arrivée à dos de hyène ».
Et bon, alors évidemment, on peut le traduire, ça se traduit comme ça. Sauf que moi, du coup, j'ai aussi découvert que chez les Shona arrive à dos de hyène, ce sont les sorcières. Donc vous voyez la place c'est-à-dire que quelqu'un qui a grandi dans la culture Shona, je pense, a un autre degré de lecture par rapport au texte anglais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un public anglophone qui le lit, comme francophone, et il en donnera son interprétation qui est tout à fait juste et qui est tout à fait parlante. Pour moi, c'est un grand roman universel. Moi, c'est un roman qui m'a parlé énormément à moi en tant que Nathalie Carré. Je me suis vraiment... j'étais à un moment pas très bien de ma vie et je pense que ce personnage très antipathique m'a beaucoup parlé. En fait, j'avais... Vous allez avoir peur, vous allez vous dire « Oh là là, mon Dieu !» Non, mais c'est-à-dire, je me disais... Pourtant, vous êtes sympa, Nathalie. Ceci dit, après, je me suis dit, oui, mais pour quelqu'un de Shona, il y a une autre question. Je pense qu'il y a d'autres questions qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, le fait que Tambudzai n'a pas d'enfant. Je pense que quand on est Shona et qu'on lit son parcours, ça vient se surimprimer à son parcours de vie qui est raté. Parce que chez les Shona, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'aurez personne dans votre descendance et vous n'aurez pas d'esprit pour veiller sur vous, par exemple. Donc je pense qu'il y a plein de petites choses. Je ne sais pas du tout à quel point c'est conscient ou inconscient chez Tsitsi Dangarembga. D'ailleurs, je fais des hypothèses. Moi, je ne suis pas Shona, je n'ai pas... Mais je trouve ça assez intéressant de voir les multiplicités de lectures possibles. Et ce qui m'avait intéressé, c'est pour ça que j'ai écrit la postface, parce qu'au début, comme je découvrais ça, je me suis dit, je vais mettre des notes de bas de page. Je vais dire, ah bah oui, chez les Shona. Et puis... à un moment donné, je me suis dit, oui, mais en fait, c'est quand même bizarre parce que Tsitsi, elle écrit en anglais. Donc, si elle a envie de mettre les notes, elle peut les mettre elle-même. Et donc, on s'est tourné avec Yara, qui est là, qui est ma super éditrice. On a dit, on va poser toute une série de questions à Tsitsi Dangarembga. Et Tsitsi a dit, moi, j'aime pas les notes de bas de page. Donc, on s'est dit, on va respecter la volonté de l'autrice. On en a mis quelques-unes qui nous semblaient vraiment très, très importantes. Et je me dis, oui, peut-être que ça, c'est une lecture surrajoutée, mais c'est ce que je trouve magique, et j'en finirai là, parce que je pense que je parle trop aussi, c'est-à-dire que les ouvrages en traduction, finalement, plus un texte est traduit, plus il est illuminé par plein de lectures qu'on peut faire de ce texte. Et voilà, ça, c'est assez magique, et voilà. Non, Nathalie, je regarde ma montre, parce que ma montre ne marche pas. Et donc, alors, j'aimerais... combien dure votre lecture ? 3 minutes 50. Bon, allez. Oui. Alors, quand j'ai proposé des extraits à Francesca, elle m'a dit celui-là. Je pense que c'est un des rares, voire le rare moment de paix et de sérénité dans le roman. Mais ça montre quand même que Tambudzai, elle va vers quelque chose de mieux. C'est d'une beauté incommensurable, là-haut, sur la propriété des Stephenson. Chaque matin, le temps d'un moment de sérénité, tu convoques à toi les souvenirs de ton éducation, d'abord à la mission, puis chez les sœurs, et tu murmures une courte prière, rendant grâce pour la surprise que te cause tant de bonheur, alors que tu te croyais inapte à renaître ou à devenir meilleur. L'herbe ondoyante d'or pâle sur la plaine est d'une exquise beauté. Une paix sans bornes se love dans la courbe du cou de la girafe, de marron et d'or profond contre le ciel qui brille trop bleu pour être regardé. Incommensurable paix dans la manière soyeuse qu'elle a d'effeuiller les arbres, la vibration ronronnante du lion satisfait, l'arc des défenses de l'éléphant mâle, le mouvement vif et calculé de l'aile d'un oiseau de proie, rallume en toi l'émerveillement d'appartenir au vivant. Le soir, les apéros traînent, avant-goût du repas de poisson grillé, juste pêché, que le chef cuit sur le feu en extérieur, avec une marinade de jus de mazange ou badigeonné d'amarula. En saison sèche, alors que même le soleil est blanc, les herbes se courbent doucement sous la brise et les touristes ont le souffle coupé. L'odeur de fumée qui vient des cuisines de la propriété, où tout est fait sur place, flotte sur les terres du safari. Et certains soirs,
un cercle rougeoyant luit dans le lointain, comme une pleine lune en son ascension. Là-bas où vivent les gens, leur feu fume et crépite d'une destruction imprévue. Le ciel, ces nuits-là, a l'odeur de chez toi. Les brochures touristiques disent, et tu en informes ton groupe, que les colons, dans leur émerveillement, avaient nommé les immenses étendues du Veld le pays de Dieu lui-même. Les clients s'exclament et questionnent à chaque empreinte d'animal, s'interrogent devant chaque mare à la vue rafraîchissante, mais qui abrite peut-être la bilharziose. Ils poursuivent entre eux la discussion, sollicitent ton avis. Ce faisant, le vernis de ce que ta mère appelait avec un dégoût mordant ton anglicité, acquis au collège des Demoiselles du Sacré-Cœur, se révélait enfin être un avantage majeur. Combien réconfortant, alors même que tu t'avances lentement vers l'âge mûr, de récolter les fruits de la scolarité au couvent qui, tout en t'éduquant, te mettait à l'écart des eux et des ils, les Africains. En tant que coordinatrice à Green Jacaranda, tu es encore assez zimbabwéenne, c'est-à-dire assez africaine, pour être intéressante aux yeux des touristes, mais pas assez étrange pour être menaçante. Il leur est facile de discuter avec toi grâce à ton accent anglais que tu travailles soigneusement, même si tu continues à écorcher quelques diphtongues. Celle que tu es devenue, au terme d'une longue route sinueuse, est une énigme fascinante, tout en restant adorablement familière aux clients. Dans cet endroit que tu peux nommer foyer, dans cet endroit que tu ne peux nommer foyer, mais plutôt dans l'itinérance, à distance de la ferme familiale comme du bureau de l'avenue Jason Moyo, tu deviens une star. Tu figures sur un grand nombre de clichés pris de ce côté-ci des mers et des océans. Tu souris de manière un peu crispée, sous la voûte mauve du jacaranda ou à l'ombre d'un acacia dans l'immensité de la savane. C'est ainsi que l'on se souviendra de toi. Merci Nathalie. Eh bien voilà, cette énigme fascinante qu'est le personnage de Tambou, on vous la laisse deviner, enfin éclaircir, si tant est qu'on puisse arriver vraiment à tout comprendre de ce personnage qui est extrêmement complexe. Mais enfin, juste pour le paradis, disons que la présence des touristes fait que déjà, c'est pas tout à fait le paradis. Mais il y a cette évocation, oui, de quelque chose de perdu peut-être. C'est à la fois un passage qui est très très beau et qui est très poignant, mais qui est très triste parce que c'est presque le seul moment de vraie sérénité dans le roman. Et en fait, c'est une beauté qui est pour les touristes, en fait, dont ce sont les touristes qui profitent. Et même si elle a cette communion avec sa terre, c'est vrai que c'est vu à travers un prisme où finalement le Zimbabwéen ou la Zimbabwéenne moyenne, ils profitent pas du tout de ça. Ils sont dans une crise jusqu'au cou et la réalité est un peu différente. Alors, je ne crois pas qu'on ait le temps, même pas pour une question. Non, hein, c'est... Bon, alors, mais, comme vous pouvez retrouver Aurélie et Nathalie au rez-de-chaussée pour une dédicace de leurs livres, les livres qu'elles ont traduits, donc elles répondront sûrement à vos questions. Merci de votre attention. Merci. Merci à vous. Merci.